Les attaques ont commencé dès que Hugo Chavez a pris le pouvoir le 2 février 1999. Au début, Washington pensait pouvoir le retourner gentiment, facilement, façon recrutement de joueurs prometteurs. Genre tout simple, on lui fait une proposition, il valide et Washington fait sa danse. Mais dès 2001, ils ont compris que Chavez ne serait pas leur pantin. C'est comme ça qu'ils sont passés à la méthode classique. Avec la complicité des médias locaux et internationaux, ainsi que quelques traîtres qui avaient été bien placés dans l'armée, ils ont réussi à renverser Chavez le 11 avril 2002. Mais surprise, en moins de 48 heures, le peuple est descendu dans la rue. Les soldats fidèles ont bougé et Chavez est revenu au palais présidentiel comme un héros parce qu'il a littéralement été porté par le peuple et placé au pouvoir. Ne s'avouant pas vaincu, les adversaires ont changé de tactique, je parle des Américains. Ils ont infiltré l'industrie pétrolière, le cœur de l'économie du pays, et lancé une grève pétrolière qui a bloqué une bonne partie de l'économie. Résultat, le Venezuela perd des milliards. Mais paradoxalement, ça a permis à la révolution bolivarienne de nettoyer la PDVSA. C'est l'entreprise pétrolière nationale. Et ça a aussi permis d'en faire un vrai outil au service du pays et non pas des puissances ou des multinationales américaines. Après ça, les attaques continuent sous 1001 formes. Propagande médiatique, sabotage des infrastructures électriques, d'eau, de fer, d'uranium, d'aluminium, infiltration de paramilitaires pour pouvoir tenter d'assassiner le président, répression diplomatique et fuite de devises orchestrées toujours par certains hommes d'affaires à la solde des États-Unis. Tout ça a fini par former une sorte de guerre hybride, un mélange de coups bas économiques, de coups bas psychologiques, de coups bas politiques, de coups bas médiatiques menés par l'Empire américain et tous ses relais locaux contre le peuple vénézuélien. Pendant ce temps, Chavez ne reste pas les bras croisés. Il lance OPEP. Il remet de l'ordre dans les prix du pétrole et assure des revenus plus stables pour les pays producteurs de pétrole. Grâce à cette stratégie, il finance des programmes sociaux, éducation, logement, sport, culture, souvent avec l'aide du commandant Fidel Castro et du peuple cubain. Résultat, la pauvreté chute, le niveau de vie s'améliore et pour la première fois depuis très longtemps, les richesses du pétrole profitent réellement aux Vénézuéliens et pas simplement à une élite corrompue. La défaite de l'ALCA à Mar del Plata et surtout sous les yeux de George W. Bush, reste l'un des pires cauchemars de l'Empire américain. Leur grand rêve de contrôler totalement le continent américain s'est effondré ce jour-là et depuis, l'oncle Sam a des crampes au ventre. Rien que quand il a les souvenirs de cet événement. Derrière cette humiliation, Hugo Chavez et Nestor Kirchner, deux chefs d'État qui ont osé dire non à la domination des Yankees. Et en plein dans ce que Washington considérait comme son jardin privé. Vous voyez en fait le niveau d'humiliation. Chavez, lui, ne s'est pas arrêté là. Il a créé Petro-Caribe, un programme d'entraide pétrolière qui va soutenir les peuples des Caraïbes et d'Amérique centrale, dont Cuba, bien sûr, bien évidemment Cuba. Il a aussi aidé l'Argentine à se débarrasser de sa dette étouffante envers le FMI et contribué à l'émergence d'une vague de gouvernements progressistes à travers l'Amérique latine. Donc le résultat, ça a été un continent qui respire, les peuples qui trouvent enfin un peu de dignité, un peu leur souffle et un vent qui tourne en faveur du sud.